L'autisme mal compris, souvent stigmatisé, et une prise en charge loin d'être à la hauteur. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Aline Lefebvre, vous êtes psychiatre, chef de clinique à l'hôpital Debré à Paris, et Marion Souléliac, vous êtes maman témoin et formatrice au Centre Ressources Autisme Île-de-France, et vous êtes maman de 2 enfants autistes. Alors on va commencer avec vous. À quel âge, on va parler du premier, hein, oui. À quel âge a été détecté ces problèmes d'autisme ? En fait, lui, il est né prématuré, donc il a eu un suivi de prématurité et il avait un retard qu'on pensait dû à la prématurité. Et au bout d'un moment, dans ce suivi de prématurité, on nous a dit, écoutez, je crois qu'on est passé à côté de quelque chose de neuro, en fait. Oui. Et de là, on s'est posé quelques questions. Et c'est un ami de la famille qui a vu notre fils, qui a dit, je vois des stéréotypies, je vois des comportements. En fait, c'est pas un médecin. C'est pas un médecin, c'est un chercheur. Il est chercheur, ceci dit. Bon. Et il lui, il avait déjà vu des autistes. Oui, et il voilà. s'est dit, tiens. Voilà, et voilà. Il a dit il y a des signes qui sont assez évidents. À quel âge il vous a dit ça ? Il devait avoir 3 ans et quelques. On parle de votre fils. Hein, oui, évidemment, oui, voilà. Mon fils avait 3 ans et quelques, et donc on s'est posé les questions. Évidemment, comme tous les parents, je suis allée sur Google, j'ai tapé symptômes autisme, et là j'ai retrouvé mon fils. Donc immédiatement, j'ai pris rendez-vous dans un centre ressources autisme, en l'occurrence le Crédat de Sainte-Anne à Paris, et on a eu un diagnostic très rapidement. Je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a parfois beaucoup d'attentes, mais mon fils étant petit, il est passé en priorité et donc à 3 ans et demi, il avait un diagnostic officiel. Et quelle prise en charge on vous a proposé alors ? Alors, la prise en charge, on a fait un dossier donc, auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir un financement et faire une prise en charge en libéral. Ce qu'on a obtenu assez rapidement, je tiens à préciser que c'est un peu une spécificité parisienne, hein, je crois qu'il faut le dire. On a une maison départementale des personnes handicapées qui est très efficace et qui finance des prises en charge en libéral. Donc on a pu avoir une prise en charge adaptée et suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Pendant tout ça, en fait, vous étiez enceinte du deuxième ou de la deuxième. Voilà, petite fille. Ma petite fille était déjà Donc là, née. vous avez été, déjà, vous aviez un point de comparaison. Oui. Et là, vous avez été beaucoup plus attentive. Voilà, j'ai été beaucoup plus attentive et c'est une petite fille qui est née avec des kystes au cerveau en plus. Donc elle avait un suivi déjà à l'hôpital Trousseau en neuropédiatrie. Et j'étais très très attentive et on a vu des signes assez rapidement, type flapping, voilà, mouvement répétitif, difficulté à regarder et à D'après répondre. Ce que j'ai compris, vous avez vu des signes, mais vous vous êtes un peu menti à vous-même en disant… Ah bah totalement, je me suis dit non, celle-ci ça ira. Ouais, voilà. donc en fait, c'est la psychologue qui suivait mon fils, qui l'a vu un jour et qui m'a dit je vais te dire la vérité, je pense qu'il y a un petit souci. De là, nous avons contacté l'hôpital Robert Debré pour faire le suivi de la fratrie. Et donc notre fille a été vue bien avant ses 18 mois, à peut-être 15 mois, 16 mois, pour un premier rendez-vous où ils ont déterminé que oui, elle avait besoin de faire un diagnostic précoce. Et notre fille a obtenu un diagnostic à 18 mois. C'est important ça, les suivis de fratrie. Tout à fait. C'est très important de savoir qu'il y a des centres qui font ça. Oui. Aujourd'hui, la vie au quotidien, alors, comment ça se passe ? Le petit, la petite, où ils en sont Je me suis battue pour que ma fille soit en crèche collective, puisque c'était quelque chose qu'on me déconseillait, alors que l'hôpital Robert Debré a écrit une recommandation disant qu'il fallait qu'elle soit avec d'autres enfants, mais j'ai dû me battre auprès de la crèche municipale parisienne pour obtenir ça. Mon fils, pareil, j'ai dû me battre pour qu'il soit à l'école. Il va rentrer en CP en septembre prochain. Et il a 6 ans. Il a 6 ans. Donc c'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. Il a un CESAD qui intervient auprès de lui, donc du médico-social. Et il a. Alors il faut parler français. Hein. CESAD, c'est quoi En fait, comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? C'est vraiment une institution qui s'occupe des enfants avec un handicap, que ce soit à l'école ou à la maison. Voilà. D'accord. Voilà, intégrer un système scolaire. Et on a une prise en charge en libéral, donc en ABA, en analyse appliquée du comportement. Voilà. D'accord. L'ABA, c'est une technique américaine ? Alors, l'ABA, ça vient des États-Unis, Applied Behavior Analysis, et c'est vraiment une approche qui suit des principes, des lois scientifiques, en fait, pour améliorer les comportements adaptés et réduire les comportements inadaptés. Quel conseil vous donnez aux parents qui découvrent que leur enfant est autiste, ou quel conseil vous leur donnez pour les aider à découvrir un petit peu plus vite qu'il est autiste ? Alors, s'ils ont eu la chance d'avoir un diagnostic rapidement, se former immédiatement.
On a beaucoup de difficultés à trouver des bons professionnels, je le sais, mais le vrai travail, il se fait à la maison. Parce que l'enfant, il ne va pas être toute la journée avec des professionnels. Donc, pour qu'il y ait une véritable continuité, il faut que tout le monde fasse la même chose et qu'on réduise tous ensemble les mauvais comportements. Il est fondamental. Hein, il est fondamental. C'est-à-dire que si votre petite fille aujourd'hui, elle a 3 ans, hein, je crois, elle est déjà... Maintenant, elle est verbale. Elle parle. Verbale, voilà, c'est ça. Et votre fils, il est en maternelle. Voilà. C'est parce qu'ils ont été bien pris en charge de manière précoce et que derrière, vous avez fait le boulot. Ah ben moi, c'est du non-stop. Oui. C'est que ce soit pour les repas, que ce soit pour le week-end. Là, je reviens de vacances et j'ai pas lâché une seule journée. Ah, d'accord. Voilà. Bon, on va vous laisser vous reposer un peu. On se tourne vers le docteur Aline Lefebvre. Autisme ou on appelle ça TSA aussi. Qu'est-ce que ça veut dire TSA? Lisez pas ma feuille, moi je sais ce que ça veut dire. C'est les troubles du spectre autistique. En fait, on parle plus d'autisme. En soi, en fait, on parle de trouble du spectre autistique. C'est vraiment une définition qui a été reprise en 2013 au niveau de la classification des maladies mentales. Et donc, le trouble du spectre de l'autisme, il est composé de 2 types de symptômes. Donc, d'une part, tout ce qui est des troubles de la communication sociale, avec des difficultés de la réciprocité sociale, des difficultés au niveau de tout ce qui est communication non verbale dans la communication sociale, des difficultés de compréhension, de mise en place d'une relation et de maintien de cette relation. Donc ça, c'est la première composante. Et puis l'autre, c'est tout ce qui est des intérêts restreints, de la répétition, des mouvements répétés, donc des stéréotypies, comme vous décriviez tout à l'heure, des écholalies, donc répéter aussi les choses, et puis de la rigidité, des difficultés de changement des routines et des réactions émotionnelles très très fortes liées à tout ce qui est de la sensorialité. Quand on est une jeune maman ou un jeune couple, que c'est son premier bébé, on n'a pas de point de comparaison. Donc, qu'est-ce qui doit nous alerter Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, il y a un truc qui cloche là, avec mon enfant? Déjà, c'est important de pouvoir dire qu'effectivement, on a des symptômes dès les premières années de vie. L'altération, en fait, les conséquences de ces symptômes ne sont pas toujours présentes dès le début. Ils peuvent apparaître beaucoup plus tardivement, autour de 10-12 ans, là où des compétences sociales sont plus requises, où on a une autonomie aussi qu'on demande plus importante aux enfants. Donc ça peut aussi expliquer des fois des retards diagnostiques, des choses très fines, notamment pour les filles. Elles sont diagnostiquées plus tardivement parce qu'elles donnent un peu plus le change. Après, pour les premiers symptômes, comme vous le disiez, votre question, la première année, ça va être au niveau du contact oculaire, un défaut de demande, de sourire. Si on a un bébé et on le regarde, on a envie d'interagir avec lui et il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'interaction. Un peu des bébés lunaires qui peuvent sourire, mais qui sourient un peu bêtement. Donc là, au lieu de se dire, tiens, il est rêveur, il est comme son grand-père, en fait, non, il faut regarder. Oui, sur les photos, vous disiez stone. On se disait, sur les photos, il a toujours l'air complètement stone. Et voilà, c'était un peu ça. Et il était calme et ça se passait bien. Alors, d'un point de vue du tableau, en fait, quand on parle des autistes, souvent, on parle des Asperger, ceux qu'on voit à la télé, c'est Good Doctor, c'est Redman, il y a l'autisme avec et sans déficience intellectuelle, c'est ça? Voilà, alors c'est ça qui est important dans la nouvelle définition des troubles du spectre autistique, c'est que, je vous ai décrit les 2 types de symptômes, il va y avoir des intensités de symptômes qui vont être plus ou moins importants. Mais dans cette définition-là, n'est pas du tout intégré le niveau intellectuel ni le niveau de langage. Et ça, c'est important parce que l'idée qu'on a du syndrome d'Asperger, c'était vraiment des gens très érudits, extrêmement intelligents, alors que la réelle définition à l'époque du syndrome d'Asperger, c'était de l'autisme, mais sans retard du langage ni sans déficience intellectuelle, ce qui est un petit peu à côté. D'accord. La prise en charge, elle est multiple, oui. Psychologique, rééducation, médicaments, et puis l'importance des parents. Alors. Donc la prise en charge, voilà. Donc ce qu'on disait, c'est que vraiment le quotidien et c'est très important ce que vous disiez, mais les connaissances des parents au quotidien, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus important. Donc la réassurance aussi des parents qui savent pouvoir leur dire qu'ils savent bien faire, qu'ils reconnaissent bien les choses. Après, il faut pouvoir vraiment tout évaluer, c'est-à-dire qu'il faut une prise en charge psychologique, individuelle, pour justement apprendre à reconnaître les émotions, à les gérer, à comprendre les habiletés sociales. Il faut aussi, nous, on conseille aussi tout ce qui est des groupes d'habilité sociale pour pouvoir appliquer.
fait, ces choses qui sont apprises. Et après, il faut bien faire le point sur le plan orthophonique, au niveau de la psychomotricité aussi. Voilà. Il y a aussi des médicaments pour les troubles de l'attention, les troubles Voilà, du sommeil. aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments pour traiter le trouble du spectre de l'autisme en soi. Oui, Ce qu'on a, c'est que bien souvent, le trouble du spectre autistique s'intègre dans les troubles neurodéveloppementaux. Donc, extrêmement souvent, mais la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle les comorbidités associées qui sont importantes à diagnostiquer et à évaluer. Donc tout ce qui est trouble de l'attention, effectivement, il peut y avoir des aides médicamenteuses, tout ce qui est aussi de l'impulsivité, enfin, dans certains cas, on est confronté au fait que les symptômes sont tels qu'il va falloir avoir une aide médicamenteuse. Mais ce n'est pas la première indication. Vraiment, tout ce qui est en première indication, ça va être tout ce qui est justement cognitivo-comportemental, de la rééducation orthophonique, psychomotricité et tout ça. Et puis, traiter aussi les troubles du sommeil qui sont très souvent associés et qui peuvent être très invalidants. La prise en charge, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Il y a 8000 enfants autistes qui naissent chaque année en France. Il n'y a que 175 nouvelles places par an en maternelle. Et 80% seulement des enfants, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. C'est-à-dire que seulement 20% des enfants sont scolarisés. Ben, c'est très grave, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement réel pour ces enfants. Le système d'aide à la vie scolaire, d'AVS qu'on a aujourd'hui pour l'école, ne sont pas formés à gérer des enfants qui ont de réels troubles du comportement. Un enfant qui s'automutile, qui va frapper les autres, etc. Sans une formation réelle en analyse du comportement, c'est pas possible. Donc oui, les parents souvent se retrouvent à retirer l'enfant de l'école parce qu'il n'y a pas de possibilité qu'il soit accueilli convenablement. Et sinon, l'école n'en veut pas. Oui. Voilà. Donc gros problème. Là, on a vraiment du boulot. Oui, il y a un gros boulot à faire. Gros boulot. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Des questions super rapides. C'est génétique, c'est pas génétique? Il y a plus de 200 gènes qui sont décrits dans les troubles du spectre de l'autisme. Donc ça peut être génétique, mais c'est complexe. Il y a une part génétique qui est complexe. 4 garçons pour une fille sont autistes, alors c'est une maladie de garçon. Jusqu'ici, c'est ce qu'on décrit. Après, il semblerait quand même qu'il y ait un sous-diagnostic chez les filles. D'accord. Le rapport autisme-épilepsie? Il y a beaucoup comme je vous disais, au niveau des comorbidités, il y a beaucoup d'épilepsie. Enfin, souvent, l'épilepsie peut être associée au trouble du spectre de l'autisme. En 30 secondes, le mot de la fin à la maman, un message? Je dirais... Se former pour les parents, vraiment. Se former, pas rester seul, aller tout de suite se former, ne pas attendre qu'on vienne vers vous et qu'on vous donne toutes les bonnes infos parce que malheureusement, on ne vous les donnera pas. Alors justement, et puis vous êtes exactement. Autisme France. Voilà. Voilà. France. Et le CRAIF. Le CRAIF, c'est quoi? C'est le centre? C'est le Centre Ressources Autisme Île-de-France. Vous pouvez aller sur place, emprunter des livres, prendre des informations, les appeler. Vous allez être très bien renseignés. Vraiment, ce sont de très bons guides. Merci Marion. Merci Dr Aline Lefebvre. 13 minutes, bien sûr, c'était trop court pour parler de l'autisme. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.